Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes bien sur Sagiopod, un podcast qui traite et discute de science-fiction et de fantastique sur tous les supports possibles et inimaginables auxquels la race humaine a pu penser jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, nous allons discuter et parler d'un jeu vidéo que j'ai trouvé très intéressant au-delà du gameplay, de la jouabilité qu'il propose, tout simplement parce qu'il y a un contenu et des thématiques politiques qui, ma foi, sont plutôt d'actualité et plutôt intéressantes à explorer. Donc j'ai trouvé le fait d'intégrer ces éléments dans un jeu vidéo était plutôt osé parce que c'est assez rare. Et d'ailleurs, je pense avec le temps, parce que c'est un jeu qui est sorti en 2007, c'est devenu finalement un classique. Alors ce jeu, il s'agit de BioShock ou BioShock, selon la manière dont vous voulez prononcer le jeu en question. C'est un jeu à la première personne, un FPS, qui est très original dans sa forme, puisque c'est un jeu qui a lieu dans une ville sous-marine qui s'appelle Rapture, et donc vous faites finalement la découverte de cette cité sous-marine, de ce qu'elle représente et pourquoi elle a été mise en place. Donc c'est le pourquoi, le comment de l'existence de cette cité, et finalement quels sont les habitants et le type d'habitants qui constituent la population de cette cité sous-marine. Alors les inspirations graphiques qui concernent ce jeu vidéo proviennent très clairement des années 20. Donc il y a il y a un style art déco qui est très très prononcé, enfin années 20, les années 40 aussi, faut pas non plus les oublier, puisque c'est une continuité finalement. Donc c'est assez prononcé, je veux dire en termes de style, on retrouve vraiment des intérieurs de ces époques-là, et alors très bizarrement mélangé avec une modernité, on va dire, de comportement, enfin pas de comportement, ce serait plutôt une modernité science-fictionnelle, voilà, puisque c'est clairement aussi, il faut bien indiquer, un univers de science-fiction dans lequel vous naviguez et vous rencontrez des personnages soit avec qui vous discutez, soit que vous confrontez, avec lesquels vous allez vous confronter, qui sortent clairement d'une ambiance, d'un environnement et d'une réflexion science-fictionnelle. Alors je reviendrai sur ces aspects-là un peu plus tard. Alors c'est un modèle, on va dire, de RPG, donc de jeu de rôle, à la première personne, puisque vous êtes en vue subjective, et que votre personnage, vous allez pouvoir le faire évoluer, donc en trouvant de l'argent à droite et à gauche, et en ayant à disposition des distributeurs de pouvoir. Et là aussi, je vais revenir là-dessus, bien sûr, puisque c'est une partie intégrante non seulement de la jouabilité, mais aussi de l'histoire qui est développée dans ce jeu vidéo. Il y a un aspect que j'ai beaucoup apprécié, c'est les magnétophones. Alors, le jeu précédent dont j'ai parlé s'appelle Dishonored, et dans lequel vous avez accès à des livres qui sont placés, disposés à droite et à gauche dans les niveaux de jeu, et ce qui vous demande de vous arrêter dans votre gameplay, ce qui vous demande dans votre session de jeu, ce qui vous demande de lire les bouquins en question. Donc bon, j'ai indiqué un certain nombre d'éléments concernant cet aspect-là dans ma critique sur ces jeux vidéo, parce que c'est une série de jeux vidéo. Mais alors, ce que j'ai vraiment apprécié dans BioShock, et je pense que c'est par contre des questions de coût, c'est que je pense qu'ils ont dû avoir, en tout cas pour BioShock, un budget relativement confortable, qui leur a permis tout simplement de s'enregistrer et d'enregistrer des acteurs qui vous donnent accès à vous trouvez éparpillés un peu partout, pareil, dans les niveaux de jeu, des magnétophones, avec, c'est comme une forme de jeu de piste, où finalement vous avez des personnages qui vous disent, si vous allez là, vous risquez éventuellement de trouver ceci, attention à cet endroit-là, parce qu'il y a tel et tel type de personnage, etc. Et donc ça vous raconte, ça vous crée un espèce d'arrière-plan sonore de l'univers dans lequel vous vous trouvez. Et ça, c'est extrêmement puissant, je dirais, en termes d'évocation narrative. Ça vous plonge totalement, ça vous
ouais, ça vous plonge totalement dans le bain, excusez-moi du terme, enfin, étant donné que c'est un jeu qui se passe sous l'eau, donc très mauvais jeu de mots, mais c'est mine de rien ça, quoi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cet aspect sonore-là, vous vous trouvez finalement dans des niveaux de jeu qui simulent le fait d'être sous l'eau, mais si vous n'avez pas une histoire qui vous est racontée, c'est-à-dire un point de vue quasi historique de l'univers dans lequel vous vous trouvez, vous avez du mal en fait à vous plonger et à croire, à croire que vous êtes bien dans une ville qui a été construite et qui a été développée pour fonctionner hors gouvernement qui se trouve sur la planète et qui se trouve donc sous l'eau pour planquer afin de faire les choses comme ils l'entendent. Donc ça, c'était le premier aspect qui était bizarrement peut-être le plus immersif, voilà, je cherchais le terme, dans ce jeu parce que ça vous permet d'avoir en fait une bonne partie de vos sens, non seulement le sens visuel, avec, et là pour le coup c'est une fête, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et vous avez également en effet cet aspect sonore, auditif qui vous permet de vous plonger totalement dans l'univers en question. Donc ça, je pense que c'était un aspect profondément intéressant. Alors les thématiques sont aussi les thématiques explorées dans le gameplay. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un aspect philosophique, un aspect politique, philosophie politique, entre notamment l'individualisme et le collectif. Donc entre la souveraineté de l'individu et la souveraineté des gouvernements, surtout des gouvernements terrestres, sur les individus. Donc ça aussi, c'était quelque chose de profondément intéressant pour la simple et bonne raison, et c'est pour ça que je tenais à y revenir dessus, c'est que l'ensemble des personnages que vous allez rencontrer dans le jeu symbolisent, de par leur particularisme, cet individualisme à tout craint. C'est-à-dire que vous êtes dans un environnement, et il faut bien comprendre, où c'est le rêve humide et incarné de l'entrepreneuriat absolu sans aucun frein. C'est-à-dire que chaque individu est libre de faire ce qu'il veut, et chaque individu est libre de s'augmenter tel qu'il le veut, grâce à des injections génétiques qui permettent à chaque individu en fait d'obtenir des pouvoirs. Et c'est donc justement toute la thématique, c'est que il y a, alors bien sûr c'est personnifié dans le sens où vous-même, en explorant cet univers, vous allez être obligé, vous aussi, de vous adapter à l'univers en question et donc d'intégrer un certain nombre d'éléments génétiques pour être en mesure d'affronter des individus qui ont d'ores et déjà été augmentés. Donc c'est aussi un propos sur qu'est-ce que ça signifie qu'être augmenté, surtout si vous ne l'êtes pas et que finalement vous n'avez peut-être pas trop le choix. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais l'autre aspect aussi, c'est qu'il y a une critique, c'est-à-dire que c'est le phénomène de balancier, quoi. C'est-à-dire que vous avez cet univers et cette ville Rapture existe parce que vous avez un entrepreneur qui avait un milliardaire, certainement, qui avait énormément de moyens, qui a une détestation totale et absolue de l'omnipotence, de l'omniprésence des gouvernements ou du gouvernement. Et qui a donc décidé, parce qu'il a les moyens, de s'en séparer et de créer cette ville sous-marine. Donc on est en effet dans cette notion qui est presque sacrée, dans ce contexte d'une individualité parfois teintée effectivement d'un individualisme idéologique. Et c'est à travers les pouvoirs que vous récupérez, donc alors les pouvoirs en fait c'est même pas la peine de les nommer, je veux dire vous aurez je dirais la surprise quand vous aurez l'opportunité de jouer à ce jeu si vous ne l'avez pas déjà fait. Jeu qui est sorti en 2007-2008, hein, donc alors il faut aussi revoir quelques éléments concernant ce jeu. Donc c'est un jeu qui a été fait sous Unreal Engine, la version 3 de l'Unreal Engine, en 2007-2008, qui a été refait. Donc il y a eu un remake où en fait ils ont repris tous les assets du premier jeu et ils les ont intégrés dans un remake de qualité, alors qu'il y a eu quelques problèmes à sa sortie, mais le premier jeu est toujours jouable. J'y ai joué il y a très peu de temps. Le premier jeu est toujours accessible, vous pouvez toujours y avoir accès et fonctionner avec si vous l'avez dans votre librairie Steam ou ailleurs. Et les remakes sont aussi tout à fait jouables. Bien sûr, la taille des gens en question est bien plus importante.
Vous avez 3 jeux, donc vous avez BioShock 1, BioShock 2 et BioShock Infinite, BioShock Infinite. Excusez-moi pour les intonations et les accents. Et donc, alors ce jeu, alors le paradoxe étant que j'ai adoré le premier jeu pour différentes raisons sur lesquelles je vais revenir. J'ai apprécié le deuxième qui est pas mal, mais le troisième qui se passe alors dans un univers totalement différent des deux premiers, j'ai pas beaucoup apprécié parce que finalement, au-delà de la surprise graphique et au-delà de, puisque le jeu a été fait sous Unreal Engine 4, hein, mais au-delà de la surprise graphique et de la qualité graphique du jeu en question, finalement, c'est juste un jeu de combat qui n'apporte pas autant de substance philosophique et thématique que le premier et le deuxième jeu. Donc je tenais à évoquer ce point-là parce que c'est important. Quelques petits éléments à savoir concernant BioShock. Le réalisateur, le directeur, pardon, de ce jeu, Ken Levine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un script a été développé, un script complet a été développé pour la fabrication de ce jeu. C'est-à-dire que vous avez des scènes complètes, entières, donc avec une trame, séquences les unes après les autres, qui définissent l'univers, la narration du jeu en question. Donc il y a plein d'autres éléments qui ont été développés autour, notamment comme je vous le disais, les livres audio que l'on peut récupérer sous forme de magnétophone disposés à droite et à gauche. Mais il y a bien une trame, c'est ça, et c'est ça qui fait la spécificité justement de ce jeu, je pense, c'est qu'on ressent bien qu'il y a une trame narrative qui traverse l'ensemble des phases de gameplay dans lesquelles vous vous trouvez. C'est-à-dire vous avez des phases de combat, en effet, qui sont un classique des FPS, mais au-delà de ça, vous vous trouvez bien dans un univers original, avec un propos, avec l'exploration d'une philosophie politique, avec l'exploration d'un certain nombre de critiques, que ce soit de l'individualisme ou d'un gouvernement, ou d'une dictature, et qu'est-ce que ça signifie, et qu'est-ce que, comment dire, les excès de part et d'autre signifient dès lors qu'ils se retrouvent tous concentrés dans un même endroit, et notamment dans une ville sous cloche, puisque c'est quasiment ça, qui se trouve sous un océan. Alors, autre point que je voulais indiquer, c'est que le jeu a fait l'objet d'une adaptation en livre par un auteur de science-fiction qui s'appelle John Shirley, donc c'est un livre qui est dérivé du jeu. Mais justement, je voulais revenir par rapport à ça. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose que j'ai dû louper avec le temps certainement, et louper en termes de référentiel concernant ce type d'univers, c'est que je ne me souviens pas d'avoir lu un livre de science-fiction ces 40 dernières années qui a lieu et qui prend lieu sous l'eau à ce point-là. C'est la première fois, alors encore une fois, hein, il y a certainement un certain nombre de bouquins que j'ai pas dû lire, mais c'est la première fois que je vois en effet un univers science-fictionnel qui prend corps sous l'eau ces 40-50 dernières années, voire ces 60 dernières années. Je pense que j'ai dû lire quelque chose. Alors, j'ai lu un certain nombre soit de nouvelles, soit de chapitres qui sont intégrés et qui fonctionnent sous l'eau, mais un univers complet avec une histoire complète, donc avec un personnage que l'on suit du début jusqu'à la fin, et donc qui permet... la seule chose dont je me souviens, éventuellement qui se rapproche, mais qui n'est pas proche du tout, c'est L'Homme de l'Atlantide, donc, qui était une série télé dans les années 70, donc que je regardais avidement quand j'étais gamin, bien sûr. Mais c'est la seule chose qui s'en approche et qui en même temps est très éloignée, puisque l'Homme de l'Atlantide en question était plus ou moins amphibie, etc. Donc, ce qui fait que ça n'a pas grand-chose à voir avec l'aspect sous cloche, contenu de l'univers de BioShock, où tout se passe au même endroit, où votre personnage doit se confronter finalement au créateur de la ville en question. Alors, au-delà des prémices de ce jeu, donc de l'univers en question, de la vie sous cloche, etc., ce qui est intéressant, c'est de comprendre, enfin, c'est de savoir quand est-ce que le jeu démarre. Parce que finalement, vous arrivez dans ce lieu, mais c'est un lieu qui est à l'abandon. C'est une ville qui a été laissée à l'abandon enfin, personne n'est venu
Enfin, vous arrivez justement, hormis vous, vous êtes la seule personne qui est arrivée pour enquêter sur ce qui s'est passé dans cette ville sous-marine. Et ce que vous découvrez, c'est que c'est une ville qui est à l'abandon, c'est une ville qui est en train de pourrir, c'est une ville qui est en train d'être envahie par les flots sous-marins, justement, progressivement. Donc vous êtes dans un univers qui s'écroule sur lui-même. Donc forcément, vous avez cette espèce de pesanteur qui se ressent pour le personnage principal, puisque vous avez forcément, enfin, tout est fait pour justifier le gameplay, hein, c'est-à-dire que vous avez des éléments de l'architecture qui peuvent vous tomber dessus, vous avez des lieux qui sont d'ores et déjà détruits, ou qui sont sous les flots, ou qui vont être sous les flots si vous ne faites pas attention, donc vous avez tout un ensemble d'éléments et de présupposés concernant cette ville, qui vous permettent de construire des effets spéciaux, qui vous permettent de construire un certain nombre d'événements qui sont susceptibles d'être dangereux pour vous. Donc déjà, vous arrivez avec la notion que cette ville est presque un personnage en soi auquel il faut faire attention, puisque si vous y faites pas attention, l'univers en question va vous détruire. Donc ça aussi, ça a clairement son importance. Donc ce que vous découvrez par l'intermédiaire de ces livres audio qui sont dans des magnétophones, c'est que cet endroit est le fruit d'un rêve humide, hein, très clairement. Ça devait être, comme je le disais précédemment, ça devait être un milliardaire qui s'ennuyait. Et cet univers maintenant, puisqu'il a été plus ou moins oublié, il correspond tout sauf à une utopie, puisque ça a été construit comme une utopie et ça s'est transformé en un cauchemar, en un univers cauchemardesque, donc en ruine, où toutes les folies génétiques les plus inimaginables, en fait, on devrait plutôt dire que si elles sont imaginables dans le sens où vous avez un moteur de jeu et que toutes les folies génétiques ont été créées dans la mesure où le moteur de jeu peut les supporter. Voilà. Donc vous avez donc justement un certain nombre de folies qui sont autorisées. Et les folies en question, qui sont disponibles via des distributeurs, elles ont été développées pour faire du profit dans l'univers en question. Donc, on est clairement dans la situation opposée d'une utopie, à savoir une dystopie, un univers cauchemardesque. Il faut aussi le signaler, ce qui est un classique quand même un petit peu dans le jeu vidéo, c'est-à-dire on crée pas, très souvent on n'est pas dans la création de paradis, on est dans la création d'enfer. Ce qui a son lot de problématiques aussi, je trouve, pour des univers virtuels qui pourraient être bien plus... Ce qui prouve quelque part que l'être humain, en tant que tel, que les êtres humains que nous sommes, les phrases qui sont... le dialogue qui est indiqué dans Matrix, où on a besoin d'un univers qui s'appesantit, enfin qui nous oppresse quelque part, etc., parce que ça nous permet de nous sentir vivants. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. C'est-à-dire le fait qu'on ait besoin de retrouver ça dans des jeux vidéo, c'est quand même très signifiant. Alors que on a la possibilité maintenant de créer, je veux dire clairement en 3D ou pas, des univers paradisiaques dans lesquels on pourrait avoir d'autres types d'activités que des activités destructrices. Mais apparemment, c'est pas ce qui se vend, quoi. C'est bien sûr pas ce qui se vend, puisque ça a d'ores et déjà été essayé, hein. Je parle de ça. Malheureusement, c'est pour un certain nombre de jeux qui ont été totalement oubliés, mais il est évident qu'on peut faire autre chose que faire œuvre de destruction dans des jeux vidéo, on peut faire œuvre de création. Il y a des jeux qui ont un certain succès, qui font œuvre de création aussi, il faut pas non plus, mais c'est plus l'exception que la règle. Donc ça, je tenais à le dire parce que c'est quand même un sujet, je pense, dans le développement vidéoludique, c'est quelque chose d'assez important à signaler. Alors, ce qui est intéressant en effet, pour un jeu vidéo grand public, à la première personne, et ce qui est d'autant plus ironique, c'est que c'est un jeu qui se permet une critique du capitalisme. Alors, c'est chouette, c'est génial. Finalement, ça permet de justifier une certaine liberté d'expression, je veux dire en marche presque, si je peux utiliser ce slogan. Et qui donc se permet aussi de critiquer l'individualisme qui va avec,
et que ce soit dans l'économie de marché, que ce soit aussi dans les sociétés de consommation qui sont les nôtres, puisque c'est une expression ultime finalement de la société de consommation et l'économie de marché. Donc ça permet finalement de mettre en exergue les excès, mais ce qu'il faut remarquer, si on prend de suite un tant soit peu de recul, un minimum de recul, c'est que c'est un jeu vidéo qui se permet de critiquer le capitalisme tout craint, qui se permet de critiquer l'emprise gouvernementale, mais qui en même temps c'est un pur produit capitalistique, quoi. C'est un produit artistique, donc tout comme un film est un produit artistique. Et BioShock est un produit artistique qui se vend dans le commerce. Donc il y a une espèce de boucle rétroactive concernant la liberté d'expression, la consommation à tout craint, et le fait que ce jeu soit vendu, donc au départ a été vendu sous forme de DVD, ROM, puis, et qu'on le retrouve ensuite dans des librairies numériques, que ce soit chez Microsoft, Steam, Electronic Arts ou ailleurs, est assez drôle, quoi. Je veux dire, et j'ai remarqué bien sûr quelque chose qui c'est assez difficile de ne pas remarquer, c'est que c'est pas le premier produit artistique qui se permet ça, c'est-à-dire la critique du système dans lequel il se trouve, tout en bénéficiant du système économique dans lequel il se trouve en même temps. Donc cette dénonciation de certains idéaux est assez, comment dire, ça ne manque pas de sel, d'autant plus qu'on est dans l'océan, excusez-moi encore du jeu de mots pourri, mais c'est enfin l'ironie qui est utilisée concernant la société de consommation, concernant l'individualisme dans lesquels et c'est plus que l'individualisme en fait même, hein. C'est aussi des questions de l'égomania qui est systématiquement mise en avant dans nos sociétés, où faudrait être plus que tout le monde, plus que les autres, plus, toujours plus, etc. C'est assez significatif. Et avoir la capacité justement d'être en mesure de critiquer ça dans un jeu vidéo, c'est ça aussi, peut-être le plus important finalement par rapport à cette série, c'est qu'il n'y a pas de jeu vidéo, je ne connais pas de jeu vidéo qui se permettent de faire ça. Je ne connais pas d'autres jeux vidéo qui aient su le faire, qui aient su l'exprimer et qui aient su le matérialiser aussi en gameplay. Parce que ça aussi, c'est quelque chose d'assez pointu, c'est-à-dire qu'au-delà, même si c'est un peu primitif, hein, les pouvoirs, enfin c'est les pouvoirs que vous obtenez quand vous allez dans la machine à pourvoir des pouvoirs. Dire les pouvoirs en question, c'est quand même assez primitif, on n'est pas dans quelque chose de très très subtil. Mais il y a une matérialisation du contenu philosophique qui est perméable, qui est permissif dans l'ensemble de cet univers, que l'on retrouve formalisé dans les combats que vous avez effectués contre d'autres personnages égomaniaques, autres que vous-même. Donc ça aussi, je tenais à signaler à quel point ça a un impact, hein, parce qu'on ne le retrouve pas. On ne le retrouve pas dans d'autres jeux vidéo. Ce qui prouve aussi, je pense, à mon avis, c'est que cet univers a été très fortement pensé bien en avance, bien avant en fait qu'il ait été transformé en jeu vidéo. Je pensais qu'éventuellement, si je me souviens bien, et si ma mémoire ne me fait pas défaut, le directeur Ken Levine en fait a écrit un scénario. Donc je pense que c'est quelqu'un qui s'est posé la question de est-ce que je transforme l'univers en question en jeu vidéo, ou est-ce que j'en fais un film derrière si j'ai la possibilité. Enfin, je pense qu'il y avait des questions utilitaires du type je crée un univers en place, je mets un univers en place, donc je fais en sorte d'avoir un document de base suffisamment solide pour être utilisé quel que soit le médium en question. Sachant que si
aussi ma mémoire est bonne, je pense qu'il y a enfin, ça a été dit à plusieurs reprises qu'il y avait un film qui était en chantier, mais ça n'a pas été fait jusqu'à présent, donc ce serait difficile d'en parler. L'autre point aussi, au-delà de l'égoïsme ou l'égotisme plutôt, pardon, et l'individualisme poussé à son extrême, c'est que vous avez cette notion de pouvoir. Le fait que si vous avez des individus qui ont du pouvoir, ils deviennent eux-mêmes leur propre territoire et ils rentrent de suite en compétition avec d'autres avec les mêmes pouvoirs en question. Et ça aussi, c'est très intéressant parce qu'il y a une critique finalement sous-jacente assez intéressante et qui se met en place avant que tous les films Marvel aient eu le succès sur la décennie 2010-2020 qu'on a connue. C'est-à-dire que, et d'ailleurs vous avez Iron Man qui sort en 2008, si je me souviens bien, oui d'ailleurs, qui a lancé l'univers Marvel des super-héros. Mais vous avez ce jeu qui, un an avant, en fait, se permet de dire, voilà, si vous mettez des individus dans un lieu relativement clos et que vous leur donnez les pouvoirs, voilà ce qui risque d'arriver. Donc ça aussi, c'est très intéressant de voir que cette notion de pouvoir, c'est-à-dire cette notion d'influence de l'individu sur son environnement, le fait que si ça va trop loin, ce n'est pas un avantage, c'est au contraire un inconvénient, surtout si vous le multipliez par X individus, ça aussi c'était, je pense, un propos très intéressant, d'autant plus que ça arrive au moment où justement l'univers des films Marvel vont arriver et que on rentre dans une philosophie qui est complètement différente, qui est l'exploration de pouvoir, qui est la limitation des pouvoirs, mais pas dans un environnement clos, dans un environnement relativement ouvert, mais qui pose aussi un certain nombre de problèmes parce que bon, enfin, au-delà du coût des films et du succès des films en question, enfin, qui ont eu un certain impact pendant une dizaine d'années, ça demande un certain type de budget marketing, ça demande un certain type de budget de production qui ont occulté beaucoup d'autres films qui auraient pu être développés dans la même période, avec peut-être un peu plus de sens. Donc trouver finalement cet aspect critique de ce qu'est le pouvoir, certes dans un environnement clos, j'ai trouvé ça étincelant d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça montrait bien, c'est presque une exploration, c'est presque une expérience de laboratoire. C'est alors, si dans cet environnement qui est un environnement fini et qui en même temps est en train qui est en train de se dégrader, on mettait des gens avec un certain pouvoir, qu'est-ce que cela donnerait? Si on remet les choses dans le contexte de notre planète aussi est un environnement fini. On a de nature à titre individuel de penser que c'est un environnement quasi infini, mais bien sûr que non. On sait très bien que c'est un univers fini, qu'il a ses limites, et qu'on est bien entendu obligé de faire avec les limites en question, et que du point de vue de la race humaine dans son ensemble, on est aussi dans un univers fini. Donc vous voyez, peut-être que je vois beaucoup plus de choses qu'il n'y paraît dans le jeu en question, mais en fait toutes ces questions sont là, hein. C'est-à-dire que on est aussi sous la cloche d'une atmosphère sur la planète Terre. Donc on est aussi dans un environnement fini avec un certain nombre de contraintes. Donc c'est important d'en avoir conscience et c'est important de se rendre compte qu'il y a des sous-jacents dans certains jeux vidéo qui n'hésitent pas à évoquer ces problématiques. Alors, une question que j'ai dû me poser, hein, il n'y a pas eu d'autre solution à un moment donné, c'est puisque j'ai rien lu, comme je le disais, durant ces 40 dernières années, de quelque chose qui approche l'univers de BioShock. Mais il y a certains éléments qui m'a été... il n'a pas été trop difficile de comprendre d'où venaient les inspirations. Et comme par hasard, l'inspiration évidente
de l'ensemble finalement de cette œuvre provient d'un film, et d'un seul film, qui est Blade Runner. Pourquoi je dis ça? Et pourquoi je dis que c'est une inspiration évidente de ce jeu? Parce qu'il y a certaines scènes et certains éléments de justement de certaines de ces scènes, notamment à la fin de Blade Runner, qui sont reprises quasiment à la lettre dans le jeu et qui ont été étendues à l'ensemble du jeu pour en faire un univers en particulier. Donc c'est pour dire à quel point Blade Runner a pu influencer pas juste le jeu, d'autres films, etc. Enfin bon, tout le monde le sait, donc c'est inutile finalement de revenir là-dessus. Il est évident que c'est une œuvre importante en termes science-fictionnels. Et je voulais justement revenir sur ce qui a été, je dirais, au-delà de l'idéologie qui s'y trouve, quels ont été les moments dans ce film qui ont été à l'origine de cet univers de BioShock. Et il faut reprendre la scène de track à la fin, c'est-à-dire quand le personnage d'Harrison Ford arrive dans l'immeuble et qu'il trouve l'androïde, la réplicante, que c'est replicant en anglais, mais que je sais pas comment trop dire ça en français. Donc en tout cas le personnage qui joue une androïde qui s'appelle Pris, qui est plus ou moins déguisé en mannequin que l'on trouve juste derrière les vitrines, et qui s'anime et qui trouve comme... si vous avez vu le film, et je suppose que le film ayant 40 ans maintenant, et qui trouve donc sa fin à ce moment-là, dans une atmosphère qui est plus que glauque. Donc un immeuble qui est détruit, en ruine, qui est couvert par la pluie, par un déluge de pluie même, et donc mais on se retrouve en fait avec le personnage de Pris qui fait des pirouettes pour venir attaquer le personnage d'Harrison Ford. Et ce qui se passe, c'est que le jeu reprend quasiment à la lettre cette scène en particulier pour les combats avec un certain type de personnages qui ont été augmentés, où il y a des pirouettes qui se font au sol, au plafond, avec donc des personnages qui sont extrêmement mobiles, qui sont de véritables acrobates augmentés, et donc qui vous obligent finalement à essayer de les viser de la meilleure manière, de la manière la plus efficace qui soit. Et donc ça, cette phase de combat, enfin la phase de combat que l'on retrouve finalement dans Blade Runner, on la retrouve répliquée dans l'ensemble du jeu, avec bien sûr différentes modalités, avec bien sûr différentes manières de s'y prendre, mais c'est la phase de combat qui a été et qui a permis en fait de créer le gameplay de l'ensemble du jeu, en tout cas qui est à l'origine du gameplay de l'ensemble du jeu. Donc j'ai trouvé ça assez fascinant, l'esthétique aussi des bâtiments, et de l'intérieur des bâtiments qui sont tous inondés, où il y a de l'eau qui suinte de partout, des lavabos, du sol, des carrelages tout autour, c'est pareil, on retrouve ça dans BioShock, à la lettre, ça a été répliqué dans l'ensemble du jeu, ce qui donne effectivement une esthétique très particulière, c'est très sympathique à voir, avec des néons, des réflexions qui sont déformées par l'eau tout autour. Et je me suis dit, en regardant ça, enfin en analysant cet aspect-là, qu'ils ont dû avoir énormément de discussions justement pour essayer d'étendre le concept qui est relativement court dans le film de Blade Runner, de cette attaque de Pris contre le personnage d'Harrison Ford. Et je me suis dit que ça n'a pas dû être simple finalement de mettre en place ce gameplay, de mettre en place cette approche de l'esthétique de l'environnement, mais aussi cette approche du jeu. Alors finalement, le gameplay en lui-même finit par devenir assez répétitif, il ne faut pas non plus dire, vous prenez un moment d'un film en particulier et vous essayez de l'étendre sur l'ensemble d'un jeu, forcément, enfin vous avez une variation au niveau des pouvoirs qui sont utilisés, mais sorti de là, en fait, on se retrouve toujours plus ou moins sur les mêmes bases. Vous avez une arme à feu, l'occasion d'upgrader ces armes à feu, vous avez l'occasion d'upgrader les pouvoirs et les capacités physiques de votre personnage. Et des personnages qui font des pirouettes en long, en large, en travers, vous en avez un certain nombre que vous trouvez tout au long en fait du jeu en question, et donc vous utilisez plus ou moins les mêmes techniques pour vous débarrasser des personnages en question, quoi.
Donc voilà. Je pense que c'était assez intéressant de voir la manière dont ils s'y sont pris justement, d'utiliser un moment en particulier d'un film et d'essayer autant qu'ils le pouvaient de l'étendre, comme je dis autant qu'ils le pouvaient parce qu'ils n'ont pas pu, hein, tout simplement. Vous avez d'autres personnages qui effectuent d'autres types de mouvements et d'autres manières de fonctionner que ce que l'on a pu voir dans Blade Runner. Mais mine de rien, c'est quand même très très présent dans l'ensemble du jeu, et je pense que c'était important de signaler que ce côté référentiel d'un film, on le retrouve, que ce soit pour l'esthétique des intérieurs, et que ce soit pour certains types de personnages, c'était présent aussi. Mais ça, finalement, c'est qu'un aspect, parce que vous avez après un aspect particulier qui est cette espèce de monstre qui est dans un scaphandre, qu'on appelle un Big Daddy dans le jeu, avec les petites filles, en fait, qu'il est censé, en fait, que ce Big Daddy est censé protéger, que vous avez donc, en tant que joueur, un choix à effectuer en vis-à-vis de ces petites filles en question, c'est-à-dire de les libérer ou de les protéger, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elles restent des monstres ou qu'elles ne restent pas des monstres. Bon, après, je ne veux pas aller jusqu'au bout du jeu en question pour vous expliquer les conséquences de vos actes, mais c'était important de voir qu'il y a un côté moral dans le jeu que l'on ne trouvait pas, surtout vis-à-vis de la jeunesse, que l'on ne trouvait pas, en fait, par exemple, dans le film Blade Runner, où on se pose pas la question de savoir, parce qu'on voit pas de gamin, en fait. Donc, la question ne se pose même pas. Mais là, c'est un aspect, il y a un côté Belle et la Bête, mais différent. C'est-à-dire que vous avez le monstre avec son scaphandre et ses extensions pour forer la roche et ce genre de choses. Vous avez le monstre, c'est pas la Belle et la Bête, mais vous avez la Bête et l'enfant, quoi. C'est une autre discussion finalement qui a lieu et qui concerne plutôt la manière dont le personnage se projette vis-à-vis des enfants qui sont autour de lui. Même si le personnage est plus ou moins toujours le même si les actions qui sont effectuées sont des actions horrifiques par le personnage en question au départ, et donc on est obligé de jouer avec ça. Mais c'est très intéressant parce que ça donne, justement, voilà, c'est la multiplicité, encore une fois, c'est les différents niveaux et la multiplicité des thématiques qui sont évoquées et qui sont finalement relativement homogènes, qui rendent cet univers intéressant et qui le rendent crédible, encore une fois. C'est toujours ce que moi j'apprécie, quelle que soit l'œuvre en question, science-fictionnelle, que ce soit dans un bouquin, dans un livre, dans un film, dans une série ou dans un jeu vidéo. Et je pense que à ce titre-là, BioShock est une série de jeux plus que notable, plus qu'intéressante à explorer, parce que ça vous permet de voyager dans quelque chose qui est complètement différent, même si effectivement l'univers est relativement sombre, même si c'est quelque chose dans lequel on ne mettra pas les pieds tous les jours, c'est certain. Voilà. Donc j'espère que l'écoute de ce podcast aura su vous intéresser concernant le jeu en question. En tout cas, moi j'ai été conquis il y a bien longtemps déjà par ce jeu, et je pense que même encore maintenant, ça vaut la peine de l'explorer à nouveau. Je vous dis donc à très bientôt, et je vous dis au prochain numéro. Au revoir.